Pour revenir sur cet arrêt extrêmement intéressant de la Cour suprême du Canada, mes deux invités, je vous les présente. Maître Valérie Laberge. Maître Laberge est spécialiste du droit de la famille. Elle consacre en fait la plus grande partie de sa pratique à la médiation familiale. C'est au cœur de cette décision dont on parle aujourd'hui, et elle intervient dans le cadre du processus législatif pour commenter les projets de loi dans ce domaine-là. Donc, invité idéal, Maître Laberge, bonjour. Bonjour, bonjour. Plaisir de vous avoir avec nous. Et à ses côtés, Maître Michael Lessard, le professeur de droit de l'Université de Sherbrooke, qui s'intéresse au droit privé qui appréhende les individus vulnérables ou marginalisés, le droit de la famille, les violences sexuelles conjugales, le droit des animaux aussi, font partie de ses champs d'intérêt. Maître Lessard, bonjour. Bonjour. Alors, une cause extrêmement intéressante parce que on est dans le droit de la famille, une affaire toute québécoise et qui s'est retrouvée donc jusqu'à la Cour suprême du Canada. Est-ce que c'est une cause qui est amenée là pour des raisons, je vais employer le mot et vous me corrigerez s'il le faut, pour des raisons techniques, alors qu'en fait, on avait eu médiation d'un couple qui s'est séparé après une union de 3 ans, après 2 enfants, ça n'allait plus. On s'est retrouvé devant une médiation qui avait été approuvée par les deux parties et qui tout à coup est contestée par l'une des deux parties jusqu'à la Cour suprême. Donc, est-ce que ce sont des questions techniques, d'abord, Maître Lessard, qui amènent la cause jusque-là, ou si c'est plus profond que ça? Donc, ce qui amène la Cour suprême à s'intéresser à ce dossier-là, c'est effectivement des règles de preuve qui peuvent paraître assez techniques, mais qui ont une importance énorme sur le litige, puis le sort du litige. Donc, on est face à deux parties qui, au travers d'une médiation, en sont venus à une entente. Une partie dit qu'on a vraiment une entente, donc un règlement du litige, alors que l'autre partie va dire non. Et donc, les tribunaux sont invités à s'intéresser aux faits, puis à savoir est-ce qu'il est possible de faire la preuve de l'existence d'un règlement, en se demandant si on peut regarder ce qui a été dit au cours de la médiation et le résumé des ententes qui a été préparé par le médiateur dans le contexte de ce dossier-là. Et donc, on se demande si on peut admettre en preuve des communications qui habituellement seraient considérées comme confidentielles. Et le fait de les admettre en preuve nous invite à conclure qu'on pourrait exécuter l'entente. Donc, on est vraiment sur un élément important pour les parties ici. Oui, donc, ce qui aurait dû être secret dans le cadre d'une entente, monsieur, en l'occurrence, voulait que ça soit au contraire divulgué, puisque il y a eu entente, disait-il. Le médiateur nous a proposé quelque chose. Nous avions à l'époque accepté tous les deux. Aujourd'hui, Madame conteste, donc ça marche pas. Est-ce qu'effectivement, on est là dans une situation particulière, Maître Laberge, où on a une évidence, à preuve, les deux tribunaux inférieurs la reconnaissent, il y a eu une entente, on n'a pas besoin de la chiffrer, moi en tout cas je ne la connais pas, je sais pas si à la Cour suprême on l'évoque non plus, mais en tout cas il y avait une entente, puis tout à coup Madame décide plus tard que non, ça ne lui convient pas, et que le secret ne lui convient parfaitement, ça doit rester hors de la connaissance de tout le monde. Donc il y a un peu comme deux principes qui s'opposent là, non? Oui, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en médiation familiale, comme dans toute forme de médiation, en fait, les échanges sont privilégiés par une forme de confidentialité. Et la raison pour laquelle la confidentialité est si chère au processus de médiation, c'est que cette confidentialité-là va permettre aux parties de faire les meilleures offres possibles sans craindre d'être pris avec cette offre-là si jamais le dossier devait se rendre à la cour et que finalement on s'était pas entendu. Parce que comme moi je dis toujours à mes clients en médiation, je leur dis toujours, mais vous savez, des fois on fait des offres peut-être un peu plus élevées que ce qu'on voudrait pour éviter de devoir se rendre à la cour, mais une fois rendu à la cour, 2 ans, des milliers de dollars de frais d'avocat plus tard, mais ça se peut que cette offre-là, ça ne tente plus finalement et c'est tout à fait correct. Donc, pour que le processus puisse fonctionner, il faut que les parties se sentent libres de faire les meilleures offres possibles et de discuter librement en toute confidentialité, donc sans avoir à craindre que ces échanges-là pourront être apportés à la cour après. Là où ici, il y a une certaine nuance, en fait, c'est que dans le cadre de ce processus de médiation, les parties en sont venues à une entente. Dans la décision de première instance, ce que ça nous permet de comprendre, c'est qu'ils en sont venus à une entente globale, notamment sur la question du partage de la maison. Et madame, dans le processus de médiation, demandait quelque chose comme 100 000 $. Finalement, ils se sont entendus sur 85, payables en divers versements. Et le médiateur, donc,
produit un résumé des ententes, qui est en fait un résumé de médiation, qui est une lettre dans laquelle il va dire, ou un document dans lequel il va dire, voici ce sur quoi vous vous êtes entendus. Et là-dedans, il y avait toutes les modalités en lien avec la maison et les modalités de paiement. Ensuite, madame a encaissé ces chèques-là. Ils ont fait des références entre eux, même au courriel échangé en médiation. Et ensuite, madame disait, vous savez quoi, finalement, je pense que j'aurais pu avoir plus, donc moi, je considère qu'il n'y a pas eu d'entente. Et elle voulait réouvrir. Et là, on se demande, est-ce que cette entente-là, elle est protégée par toute cette confidentialité ou non? Et c'est là où on va appliquer un arrêt antérieur de la Cour suprême qui s'appelle Union Carbide, qui nous dit, quand une médiation débouche sur un règlement, ce serait un peu contraire à l'objectif même de la médiation, qui est d'en arriver à une entente puis de régler le dossier, que de ne pas permettre de mettre en preuve ce règlement-là. Donc, le fait que ça soit confidentiel ne devrait pas être un obstacle à l'entente qui est, je résume, mais l'équivalent d'un contrat. Tout le monde était d'accord, on s'est entendu, ce document-là, cette entente, ce texte rédigé par le médiateur, accepté par les deux parties, existe. On peut pas faire semblant qu'il n'existe pas parce que tout à coup, ça fait plus notre affaire. Exact, mais il n'est pas non plus un contrat. Et c'est ce que la Cour nous dit aussi. Donc, faut pas penser que le résumé des ententes est un contrat. C'est un document qui est rédigé, qui sera pas rédigé par les parties, qui sera pas non plus signé par elles. C'est le médiateur qui va dire, voici ce que vous avez dit, puis ce que vous vous êtes entendu. Ensuite, puis ça va être écrit, là, on vous encourage à consulter des conseillers juridiques avant de l'exécuter ou avant de le signer. Et là, les gens pourraient dire, après ça, moi, finalement, tu sais quoi, j'ai fini ma médiation, puis ce qu'il y a dans le résumé, je suis plus à l'aise de l'appliquer. Et là, à ce moment-là, le résumé demeurerait confidentiel. Sauf que si, après la médiation, on a le résumé qui correspond bien, les gens décident de l'exécuter. Donc, décident que oui, c'est vrai, on s'est entendu, puis je ratifie en quelque sorte par mes actions cet accord-là. Là, on devient en présence d'un véritable contrat et le résumé des ententes puis les discussions de médiation pourront être utiles pour démontrer qu'il y a véritablement eu un échange de consentement entre les parties. L'un des effets secondaires, et peut-être pas d'ailleurs dans l'esprit de la Cour suprême, de cet arrêt, c'est de confirmer l'importance de la médiation pour offrir une voie parallèle aux tribunaux habituels, aux très lents et lourd processus que vous évoquiez tout à l'heure, souvent très cher d'ailleurs, et en disant c'est bon, ça marche, il faut que on conserve la crédibilité de cette institution qu'est la médiation dans le droit québécois, et pour ça, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y avait là une entente et que Madame malheureusement dépasse ce que cette entente-là permet. Donc il y a un caractère pédagogique beaucoup plus large que la seule affaire de ce couple qui nous intéresse ici. Effectivement, puis le juge Casiraire, quand il commence ses motifs, il va vraiment parler du nouveau code de procédure civile qui est entré en vigueur en 2016 et qui vient asseoir, mettre sur un même pied d'égalité tous les modes de prévention et de règlement des différends hors des tribunaux. Et donc, c'est vraiment le point de départ de sa réflexion et il vient toujours justifier toute atteinte à la confidentialité des communications en disant c'est important parce que cette confidentialité-là, c'est l'instrument pour régler des litiges, pour éviter que les litiges se retrouvent devant les tribunaux et soient trop coûteux. Ça nous prend un système de médiation parallèle qui permet justement aux parties de s'entendre et donc pour pouvoir rendre opérable ce système-là, il y a certains moments où il faut faire des atteintes à la confidentialité. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là, pour la Cour suprême, une manière de venir asseoir cette idée que ce n'est plus les tribunaux qui devraient être le point focal de la justice. Ça doit être vraiment toutes sortes d'autres mécanismes. Et aussi, c'est un élément qui revient dans les motifs du juge Casiraire et même les motifs des juges dissidents, que la médiation dans le contexte familial répond à d'autres objectifs que régler les différends, mais aussi venir réparer la relation. Ce qui est plus difficile à faire dans le contexte adversarial d'un tribunal.
Oui. Alors, entrons dans justement cette nouvelle façon de pratiquer un certain droit et qui est si nécessaire. On a vu la popularité à partir du moment où c'est devenu possible d'aller en médiation plutôt que de se lancer dans un processus judiciaire. Le principe de l'accessibilité à la justice, je pense que c'est capital, c'est important. D'abord, au strict plan financier, Maître Laberge, c'est un outil qui n'existait pas avant et qui là maintenant est accessible gratuitement pour la plupart des gens. Depuis à peu près 1997 qu'on a un service gratuit en médiation familiale. Donc, ça permet aux gens de bénéficier d'une banque d'heures de médiation qui sera subventionnée par le gouvernement du Québec. Donc, à l'heure actuelle, les conjoints qui ont des enfants qui vont recourir à ce service-là pour la première fois vont avoir 5 heures de médiation subventionnée. S'ils veulent revoir leurs ententes, parce qu'il arrive que dans le temps, certains changements s'effectue. C'est-à-dire, il y a un déménagement, il y a donc les enfants, on doit revoir l'horaire, le calendrier de garde, il y a des modifications des revenus, on doit recalculer une pension alimentaire, par exemple. Ils peuvent revenir. Le gouvernement subventionne 2h30 pour tous les chaque nouveau différent là, qui pourra survenir. Et maintenant, même les conjoints qui n'auraient pas d'enfants bénéficient de 3 heures de médiation pour tenter de trouver des solutions sur leur dossier. Et une fois que ces heures-là sont écoulées, donc que cette banque d'heures-là est écoulée, le médiateur est tenu de facturer le même taux horaire que lui paie le gouvernement du Québec, qui est un taux horaire qui n'a franchement rien à voir avec les taux horaires des avocats réguliers. Là. En ce moment, on parle de 130 $ de l'heure. Donc, si on le divise entre les deux parties, ça devient extrêmement intéressant au plan financier, comparativement à payer chacun un avocat. Maître Lessard, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce qu'effectivement, c'est un nouvel aspect de cette science qui est le droit qu'on a développé avec des expertises quand même spéciales. C'est pas, on traite pas de droit commercial entre deux entreprises sans visage. Là, ce sont des personnes humaines qu'on a devant soi. Mais est-ce que l'objectif de départ, il est atteint lorsqu'on arrive à offrir le service? Après ça, on pourra toujours parler des conditions dans lesquelles les professionnels doivent l'exercer. Mais l'objectif est bon et la manière de s'y rendre, ça marche. Effectivement, on voit que la médiation familiale fait ses preuves et qu'elle permet aussi de autant de résoudre des problèmes d'accessibilité dans la mesure où il y a certains services gratuits ou offerts moins cher que ce que coûterait beaucoup d'avocats, avocates sur le marché, potentiellement plus rapide que passer par les tribunaux. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est le développement d'une certaine expertise qu'on voit en médiation familiale qui est difficile à retrouver dans le processus judiciaire des tribunaux. Puis quand je parle de ça, je pense notamment à la gestion des vulnérabilités ou à des situations, par exemple, d'abus ou de violence conjugale au sein d'un couple. Quand on regarde le système judiciaire, il est difficile de savoir qui peut intervenir pour venir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Les juges peuvent pas intervenir dans le détail des dossiers ni guider les parties. Puis les avocates ont vraiment des mandats contradictoires, adversariaux envers les autres. Et là, c'est sûr que dans le contexte de la médiation familiale, oui, il y a un devoir d'impartialité, un devoir de neutralité. Mais ce que la Cour suprême rappelle, c'est qu'il y a aussi un devoir de s'assurer d'une égalité dans les négociations. Et en ce sens-là, il y a quelque chose d'assez puissant, surtout que le reste du droit, tant provincial que fédéral, se développe pour inviter les juristes à être plus sensibles à la violence familiale. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a un recours comme ça qui est moins coûteux, mais avec des gens qui ont le mandat de s'assurer d'une certaine égalité entre les parties. Oui, parce que devant un tribunal conventionnel, on peut se retrouver avec des parties inégalement équipées pour se confronter devant un juge qui, vous le disiez, peut intervenir, oui, mais de façon assez limitée, même lorsqu'il y a des disparités énormes. Là. Exact. Puis même deux parties qui seraient représentées par des avocates compétents, il reste que peut-être qu'il y en a un qui a plus d'argent pour faire durer les procédures plus longtemps, donc il y a une plus grande tolérance au risque d'aller à procès. Donc il y a malgré la représentation, il y a des inégalités qui se reproduisent. On a parlé de principe, Maître Laberge. Est-ce qu'on peut chiffrer ça sur l'efficacité? Par exemple, dans combien de cas, dans quel pourcentage des cas on se retrouve avec des ententes qui vont satisfaire les deux parties? Là, on s'est retrouvé avec une cause qui va jusqu'à la Cour suprême, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Est-ce que ça marche vraiment et dans quelle mesure? Les résultats sont formidables avec la médiation. Là, on est à environ 8 sur 10 pour une première entente. Là, 8 couples sur 10 vont en arriver à une entente
par le biais de la médiation. Parfois même, il faut pas voir ça non plus comme ça veut pas dire que les 20% qui restent ne se sont pas entendus. Après, parfois, il y a des gens à qui la médiation fait plus de mal que de bien. À un certain point, on se rend compte qu'à cause de leur émotivité, parce qu'ils sont pas rendus à la même place dans le processus de deuil, ils ont de la difficulté à discuter efficacement du dossier. Puis en ça, les avocats peuvent, dans le cadre de négociations puis d'un esprit de collaboration, dégager des ententes que eux-mêmes n'arrivent plus parce qu'ils sont trop envahis par l'émotion. Donc, moi, je pense des fois, on défriche beaucoup de choses en médiation, mais ce sera pas nous qui allons mettre le point final au règlement, mais on sait qu'il va arriver. Mais on n'a pas de statistiques de suivi là-dessus, mais il faut savoir que ça facilite énormément les règlements. Et quand les gens reviennent pour une révision, on est à un taux, là, plus que 9 sur 10 d'entente. Souvent, l'eau a coulé sous les ponts depuis. Moins d'émotions et plus de réalité. Exactement. Réalisme. On est dans des choses qui sont plus ciblées, plus concrètes. Donc, généralement, le taux est en augmentation quand on vient réviser. Et est-ce que on a aussi des effets positifs, même si on se retrouvera devant un tribunal québécois de première instance, parce qu'il arrive des cas où il y a eu médiation, mais il y a encore un désaccord. Absolument. On va aller devant le tribunal. Mais on fait souvent des ententes partielles, vous savez, en médiation. Donc, souvent, on va avoir défriché, on va avoir travaillé. Puis, finalement, moi, j'ai beaucoup de collègues avocates qui vont me dire, finalement, c'est moi qui représente. J'ai beaucoup conseillé ton client dans ce dossier-là. Et finalement, le dossier est réglé, il s'est terminé, puis ça ressemblait beaucoup à ce qui avait été discuté. C'est juste qu'ils avaient besoin d'être rassurés, les clients, puis ils avaient besoin d'être convaincus que c'était la bonne affaire, puis c'est tout à fait correct aussi. Donc, le travail en amont a été nécessaire parfois pour que ça débouche. Extrêmement utile de faire le ménage dans les préoccupations. Puis, ce qui s'est dit en médiation, ça va rester là aussi, là. Le travail de collaboration qui s'est installé en médiation, souvent, ça va colorer la suite des échanges, même quand des avocats vont arriver au dossier. Mais c'est certain qu'à partir du moment où on va à la cour, par définition, c'est un processus adversarial, c'est un contre l'autre. Donc, évidemment que c'est pas du tout la même façon de travailler que quand on travaille en médiation ou en négociation. Lorsqu'on regarde cet outil de médiation familiale comme un des accès disons, plus facile, plus large au droit, à la justice. C'était l'objectif de base. Ça s'ajoute à d'autres. Est-ce que, effectivement, la situation québécoise continue de se distinguer en essayant d'innover? Là, on a quand même quelques décennies derrière nous de cet exercice-là. Ça crée une ambiance différente pour régler les questions. Je reviens encore à ça, c'est pas de deux entités sans tête ni sans visage, mais des personnes humaines et souvent des familles entières qui sont touchées. Donc, est-ce que c'est l'objectif que vous évoquiez tout à l'heure de rendre ça plus humain, de sensibiliser les professionnels du droit au fait que il faut traiter avec des humains et non pas juste avec des articles de loi. Ça marche quand on regarde ça par-dessus l'épaule dans le rétroviseur de 20, 25, 30 ans? Ben, on voit vraiment une amélioration dans le traitement des dossiers. Puis c'est sûr que le droit de la famille occupe, c'est le domaine de droit qui occupe la vaste majorité du temps de nos tribunaux. Donc le fait de venir aussi dégorger les tribunaux de ces dossiers-là, en plus de permettre à ces dossiers-là d'avoir un traitement plus humain, donc avec des médiateurs, médiatrices qui peuvent vraiment intervenir sur le plancher humain au niveau des gens, venir structurer leurs pensées. Un des bienfaits qu'il faut aussi souligner, c'est que on crée de l'espace aussi pour les autres dossiers qui ont besoin de se rendre au tribunal, ont besoin de se rendre plus rapidement également devant nos tribunaux. Donc, il y a le bienfait dans le traitement humain des dossiers, mais il y a un autre élément qui est difficile à calculer, c'est le bienfait pour tous les autres domaines qui ont besoin de se rendre à procès. Et on imagine mal un avocat qui est engagé d'habitude dans le processus normal devant les tribunaux aller suggérer ça. Vous savez, moi, je suis pas trop social. Non, on l'est, mais c'est qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître notre plafond des compétences. Là. Puis il y a vraiment des fois où on pense... Moi, ça m'est arrivé là, de me dire, bon, ben là-dessus, je pense que vous avanceriez peut-être plus efficacement. Surtout quand j'ai commencé comme médiatrice, là, je me disais... moi, je me sentais bloquée dans comment je pouvais les faire réfléchir davantage. Donc, on peut travailler en médiation séquentielle aussi. C'est super porteur là, comme façon de travailler.
Maître Laberge, on parle depuis tout à l'heure de l'objectif de cette médiation familiale qui s'exerce avec donc deux parties qui s'entendent sur un médiateur, mais concrètement, ça se passe comment ces séances? Oui, bien en fait, les séances vont se passer dans le bureau du médiateur ou de la médiatrice, puis maintenant, on peut aussi le faire en visioconférence. C'est un mode de fonctionnement qui peut quand même bien fonctionner. Quoique moi je trouve que c'est toujours préférable au moins de le démarrer en personne quand c'est possible. Mais là, ce sera dans le bureau du médiateur, autour de la table, on se fait un café, on se prend un verre d'eau. Et là, chaque partie, ce sont donc les deux ex-conjoints qui sont là en présence du médiateur. C'est vraiment un processus qui se passe à 3, dans une ambiance qui est très conviviale. Décontractée, qui est non formaliste, disons, plus informelle que la cour. Et là, les gens vont venir eux-mêmes expliquer qu'est-ce qu'ils font là. Donc, dans le processus de médiation, il y a toujours une première phase où les parties vont expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui leur fait peur. Et en médiation, ce qui est intéressant, c'est qu'on les fait parler un après l'autre. Oui, donc on ne s'interrompt pas l'un l'autre. On n'a pas le droit de s'interrompre. Puis là, il faut se gérer. Puis c'est pas facile, mais comme ça force vraiment une écoute de l'autre personne. Puis ça force que des gens se sentent beaucoup plus entendus, souvent même pour la première fois sur ce sujet-là, parce que d'habitude, ça fait des chicanes où ils se coupent. Mais là, le simple fait d'avoir le tiers dans le milieu, le ton change, parce qu'on se permet pas les mêmes choses généralement que quand on est devant un inconnu. Et également, c'est ça, là, ça ramène un certain équilibre, puis que la discussion demeure productive. Mais il y a tout un moment de départ là, où on essaie de comprendre tous les trois, dans le fond, qu'est-ce qui les divise, puis qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on va avoir besoin de travailler, puis bon. Ensuite, en deuxième phase, on va essayer de comprendre pourquoi ils veulent ça. Donc, vous, là, vous voulez une garde partagée, mais pourquoi? Puis vous voulez pas, mais pourquoi? C'est plus de questionnements que ça pour y arriver, mais vraiment pour que l'autre personne comprenne bien les préoccupations de l'autre et vice-versa. Puis le médiateur aussi doit bien saisir, OK, fait voici ce qui motive ce monsieur à vouloir telle chose. Voici ce qui motive cette madame. Maintenant que j'ai identifié leurs deux besoins, leurs deux intérêts, essayons dans cette phase 3-4 là, de la médiation de travailler des solutions. Fait qu'on fait souvent une espèce de... Fait que là, si j'ai bien compris, votre besoin à vous, ça serait ça, puis vous avez telle crainte. Oui, c'est ça. Déjà, je me sens bien entendue. On fait la même chose de l'autre côté, puis là, on essaie de voir, comment on peut concilier tout ça. Puis là, on y va avec du brainstorming, puis on le fait vraiment à 3. Donc, les deux parties, le médiateur, tout le monde se met ensemble, on met l'épaule à la roue, on collabore pour essayer de faire l'inventaire de toutes sortes de solutions possibles. Puis ensuite, on pense à ça. Donc, on les laisse sortir de la salle, puis on leur dit, là, on décante, on réfléchit, puis vous revenez la prochaine fois, puis vous pouvez aller consulter un avocat si vous le souhaitez, ou des fois même on va le recommander, de façon plus spécifique. Puis ensuite, on revient par la suite. Bon, comment vous avez évolué? Puis là, on part de là, puis on le règle sujet par sujet de cette façon-là. Et si à entente, j'emploie le mot exprès, le médiateur, la médiatrice soumettra une entente en disant, voici moi ce que j'ai entendu et ce qui serait équitable. C'est ça le but. Pas ce qui serait équitable, parce que le médiateur peut pas vraiment se prononcer là-dessus, à moins que ce soit complètement inéquitable. Le médiateur, il donnera pas son avis. Il va donner un cours de droit. Alors, voici comment ça marche en droit, en gros. Puis là, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis on travaille pas tant que ça avec des règles de droit. Bien sûr qu'il faut pas que ça sorte complètement des règles qui sont d'ordre public. Il y a un minimum qu'il faut aller chercher. Mais les gens vont vraiment trouver des solutions en médiation. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on sort de voici si on va à la cour, le juge va faire ça, ou voici si on va à la cour, le juge va faire telle autre chose. Ils vont en arriver avec des solutions sur mesure pour eux qui vont répondre à leurs besoins plutôt que répondre nécessairement à l'application de la loi. Donc, c'est ce qui fait que c'est tellement motivant de travailler en médiation parce que les gens travaillent, collaborent, après sont fiers d'eux, puis on travaille beaucoup plus sur leurs besoins, sur leurs intérêts, que sur un résultat X, Y, Z en droit à la cour. Et c'est ce qui fait que après, c'est un processus qui est extrêmement satisfaisant quand on arrive à dégager une solution. Et là, quand ils ont une entente, effectivement, le médiateur va rédiger leur entente écrite et là, après, ils seront libres ou non de l'exécuter ou pas. C'est comme si on y était. On vient de le faire. Alors, question pour vous, Maître Lessard. Vous avez évoqué, et c'est l'esprit je pense, de la création même de cet outil.
une égalité des parties devant le processus de médiation. Comment ça s'exerce? Est-ce qu'il y a des garde-fous pour s'assurer de ça? Les moyens de la médiatrice ou du médiateur sont quand même limités. On n'est pas devant un tribunal. Ça donne quoi? Exact. Puis c'est vraiment une question sur laquelle la Cour suprême s'est penchée, à savoir comment est-ce que les vulnérabilités pourraient être compensées dans le contexte de la médiation familiale. Puis il y a deux craintes qui sont soulevées, qui habitent tout le long du jugement. La première, c'est celle que dans un litige, un différend de nature familiale, il y a toute une foule d'émotions qui entrent en ligne de compte et qui font en sorte que sur des décisions de considération économique vont entrer en ligne de compte d'autres types de considérations émotives, familiales, etc. Et donc, il y a un certain malaise que certains juges expriment dans le jugement sur le fait de traiter la médiation familiale comme de la médiation commerciale, où on aurait deux parties qui prennent des décisions strictement habituellement sans doute sur le plan économique. Donc, une première inquiétude, c'est par rapport à la nature même du type de relation. Et une deuxième inquiétude, c'est des inégalités qui existent au sein d'une relation. Pas dans toutes les relations, évidemment, mais dans certaines relations, peut-être que un des deux conjoints est plus à l'aise avec les questions financières, peut-être qu'il comprend mieux les implications de tel ou tel élément, peut-être que il y a un revenu plus élevé, donc il y a une plus grande tolérance au risque, puis laisser continuer les démarches, peut-être aller à procès. Donc, il y a une inégalité au sein de la relation dans beaucoup de types de relations. Et donc, il y a une préoccupation qui est exprimée par l'Association de médiation familiale du Québec qui est appelante, mais aussi par les juges dissidents. Alors, ce que nous dit la majorité des juges de la Cour suprême dans le jugement de Casiraire, c'est qu'il y a 4 garde-fous qui permettent de compenser le plus possible ces vulnérabilités-là. Le premier, en fait, c'est la présence de médiateurs, médiatrices familiales accrédités, donc qui suivent une formation, qui justement vont, puis je pense que ça ressort bien de l'explication de Maître Laberge, vont venir structurer la discussion et sont outillés pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer, qu'il y ait vraiment une réflexion commune qui se fasse de la part des deux parties. Et lorsqu'on sent qu'il y a une certaine inégalité qui pourrait être compensée par des conseils juridiques, ben il y a un devoir d'aller recommander d'avoir des conseils juridiques extérieurs. Et donc, il y a tout un devoir de maintenir un certain équilibre que les médiateurs, médiatistes ont. Donc, premier garde-fou. Deuxième, c'est celui des juges. Donc, sur certains sujets, lorsqu'on parle de garde d'enfants ou de pension alimentaire pour les enfants, on va devoir aller devant le tribunal dans certaines situations. Et donc là, les juges vont regarder l'entente et vont donc eux aussi faire une sorte de contrôle de ce qui a été dit. Donc là, il y a une intervention des tribunaux dans ce type de situation-là où on peut encore une fois s'assurer que l'entente qui est intervenue entre les deux parties soit équitable, à tout le moins pour les enfants. Troisième garde-fou, c'est la possibilité d'obtenir des conseils juridiques. Donc, c'est pas parce qu'on est engagé dans une médiation qu'on peut pas aller chercher des conseils tout au long de la médiation et aussi à l'issue de la médiation. Parce que justement, et c'est le quatrième garde-fou, c'est que le résumé des ententes dont on parle, en quelque sorte, porte un peu mal son nom dans la mesure où le résumé des ententes n'est pas un contrat entre les parties. Donc, il n'y a pas de force obligatoire. Donc, on parle d'une entente, mais disons que c'est plutôt un projet d'entente et donc, les parties sont libres d'accepter ou non ces ententes-là. Donc, c'est là le quatrième garde-fou, c'est qu'on rentre dans tout le processus de la médiation et au bout de la médiation, il n'y a pas encore de force obligatoire et donc, encore une fois, on peut aller chercher des conseils juridiques et rien ne nous oblige d'entrer dans le règlement du différend. C'est pas parce qu'il y a une entente qui a été rédigée à la suite de nos rencontres nombreuses qu'on y adhère forcément, donc on peut toujours s'en soustraire en disant « non, ça fait pas mon affaire ». Exact. Donc, le résumé des ententes, c'est vraiment un constat du médiateur ou de la médiatrice de l'issue des discussions, mais ça fait pas office de règlement exécutoire par le tribunal. On a fait un bon bout de chemin avec mes deux invités, Maître Valérie Laberge et Maître Michael Lessard, que je remercie tous les deux. C'était fort intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.